séminaire va se terminer par une présentation de synthèse qui va être plutôt un résumé de tout ce qui été dit et un résumé aussi d'une session spécifique sur le persillé au dernier congrès de l'EAP. Et donc, cette session a fait l'objet d'un article publié dans VPC en anglais, signé par plusieurs auteurs, puisqu'il y a eu différentes présentations de différents chercheurs de différents pays. Vous avez compris, le gras intramusculaire est important pour la qualité sensorielle des viandes, que le gras intramusculaire visible à l'œil nu, c'est le persillé, mais qu'il y a une petite différence quand même entre la teneur en gras intramusculaire et le persillé en tant que tel. Mais il y a des travaux de chercheurs australiens, Stewart et collaborateurs, qui ont montré que le gras intramusculaire explique 88 à 90% de la variabilité du persillé. C'est très logique parce que ces deux critères, évidemment, sont très fortement corrélés. Et donc, améliorer la teneur en gras intramusculaire ou améliorer le persillé, c'est important, mais que, comme Aubert l'a dit, l'objectif n'est pas d'avoir des taux très élevés ou de maximiser le persillé. Le persillé n'est pas une fin en soi. Comme l'a expliqué Isabelle, le persillé et d'autres critères peuvent être incorporés dans des modèles de prédiction de la qualité sensorielle de la viande pour mieux satisfaire les consommateurs en termes de tendreté, de goût et de jutosité. Donc ce qui est important, c'est ce que les consommateurs perçoivent, pas le persillé en tant que tel. Et il y a eu une présentation de collègues australiens, Tar et collaborateurs, qui ont expliqué que soit le persillé, soit la teneur en gras intramusculaire pouvaient être incorporés dans ces modèles de prédiction de la qualité sensorielle, tendreté, jutosité, flaveur. Et dans les deux cas, ça marchait très bien. Comme ça a été dit tout à l'heure, le persillé résulte de deux phénomènes. L'hyperplasie, c'est-à-dire l'augmentation du nombre de d'adipocytes, donc de cellules grasses dans le tissu musculaire, et d'autre part l'hypertrophie, c'est-à-dire l'augmentation de la taille de ces adipocytes qui stockent du gras, des triglycérides, notamment et surtout pendant la période de finition. À cette session de AP, il y a eu une communication par des collègues italiens qui ont comparé plusieurs races qui sont indiquées sur cette diapositive. Donc, comme attendu, la race Angus produit la viande la plus persillée et les races musclées, avec un fort développement musculaire, comme la piémontaise, produisent les viandes les moins persillées. Donc, évidemment, c'est conforme avec des résultats antérieurs, c'est-à-dire que les races avec un développement musculaire important ont moins de persillés. Et il y a de nombreux travaux dans la littérature qui indiquent que non seulement il y a la multiplication des cellules adipeuses qui est importante, l'hypertrophie des cellules adipeuses, mais aussi la compétition entre le développement musculaire et le développement du gras intramusculaire pour l'utilisation des nutriments qui arrivent aux muscles. Autrement dit, on parlait des sucres tout à l'heure, les sucres, les matières grasses peuvent être captés soit par le tissu musculaire pour son développement, soit par les cellules grasses du tissu musculaire, donc le gras intramusculaire, pour produire du persillé. Et suivant les races, la répartition des nutriments entre ces deux compartiments peut être différente. Donc, classer les races selon le persillé, c'est très bien, mais classer les races selon la tendreté de leur viande ou le goût de leur viande, c'est encore mieux. Alors, dans cette étude, ils ont trouvé que la race Angus et la race laitière frisienne produisaient des viandes plus tendres, mais généralement, les différences entre races en termes de qualité sensorielle sont plus faibles que les différences entre races en termes de persillé. On a beaucoup discuté des méthodes pour mesurer le persillé. Encore une fois, la méthode de référence, c'est le taux de gras intramusculaire déterminé au laboratoire à partir d'un échantillon. Je vous représente ici les grilles qui ont été présentées par Jérôme en début de séminaire. Donc, vous avez la grille des États-Unis, la grille USDA.
Vous avez une comparaison de la grille canadienne et de la grille USDA, et vous avez la grille australienne qui a été reconnue, homologuée par la Commission économique européenne des Nations Unies pour une utilisation internationale. Donc, cette grille, comme je l'ai dit tout à l'heure, a une très grande échelle, de 0 à 1190. Donc, elle permet de classer les viandes les moins persillées, comme au contraire des viandes très persillées. Il y a d'autres outils qui sont développés euh, en France, donc Mitapli par exemple, que Jérôme a mentionné tout à l'heure. Et il y a un outil équivalent au Brésil qui s'appelle Brazil Beef Quality. Et les deux outils prennent une image avec un smartphone et ensuite l'image est analysée comme dans le cas de la caméra que j'ai présenté tout à l'heure. Alors, il y a d'autres techniques d'analyse d'image qui sont développées en laboratoire pour analyser non seulement la taille des particules de matière grasse, mais aussi le nombre de particules et, in fine, la proportion de gras visible à l'œil nu. Il y a aussi des méthodes basées sur l'infrarouge. Donc ici, vous avez un instrument facile d'utilisation qui tient dans une main, qui permet de, éventuellement de prédire le taux de persillé, mais on voit ici que le R2 est de 0,60, alors que tout à l'heure, on était à des R2 plus élevés, de 0,8 ou 0,9, voire plus, avec la caméra. Alors, il y a deux façons de prédire le persillé. Soit on prédit la note réelle de persillé qui varie avec la grille qu'a présentée Isabelle entre 0 et 1190. Donc elle varie de façon quasi continue. Et là, cet outil, pour cet objectif, n'est pas très performant. Soit on prédit une classe de persillés, c'est-à-dire un persillé faible, un persillé moyen, un persillé élevé ou très élevé. Et là, cet outil peut être euh, meilleur et plus performant que pour prédire la valeur réelle du persillé. Il y a d'autres technologies de pointe, en particulier la technologie REMS, pour évaporation rapide, ionisation et analyse en spectro de masse. Donc l'idée ici, c'est de prendre un couteau, un couteau ionisant qu'on plonge dans le tissu musculaire. Il va ioniser tout de suite les métabolites ou les molécules du tissu musculaire. Ces molécules vont être séparées par spectrométrie de masse. On peut avoir 3000 ou 4000 molécules qui sont ainsi séparées, plusieurs milliers de molécules. Donc l'analyse est extrêmement rapide. Elle est peu coûteuse, mais l'équipement est coûteux. Et comme vous le voyez en dessous, on peut séparer, par exemple, deux groupes de viande, faible persillé en vert ou persillé élevé en bleu, que l'échantillon soit prélevé à la 5e cote ou au contraire à la 10e cote. Et ça, c'est un front de recherche pour identifier les molécules ou les marqueurs du persillé. Donc, à cette session de l'EAP, il y a eu une autre communication par une équipe australienne sur l'agneau. Donc, ces scientifiques ont fait une expérimentation avec 3119 agneaux. Ils ont prélevé 8 muscles différents. Et ils ont séparé ces muscles en fonction de la classe en gras intramusculaire, donc de 2 à 4%, de 4 à 6, de 6 à 8 et supérieur à 8. Ils ont fait des tests d'analyse sensorielle, tendreté, flaveur, jutosité, appréciation globale. Et ils ont montré que la flaveur explique de 43 à 47% de la variabilité de l'appréciation globale. Et plus la flaveur était importante, moins la tendreté était importante, puisque le pourcentage de variabilité de l'appréciation globale expliquée par la tendreté variait de 29 à 26,5%. Et donc, nos collègues australiens ont également développé un modèle de prédiction de la qualité sensorielle de la viande d'agneau
combinant tendreté, jutosité, flaveur, appréciation globale, en incluant le persillé parmi les prédicteurs de cette qualité. Il y a bien entendu d'autres prédicteurs, comme Isabelle l'a mentionné tout à l'heure, le pH, la température, euh, le poids de carcasse, etc., etc. Donc, en conclusion, je vais résumer les points forts de ce séminaire et de cette session de l'EAP. Le développement du gras intramusculaire dépend du nombre et de la taille des adipocytes intramusculaires, mais aussi du développement musculaire. Les facteurs importants de la variabilité du persillé sont bien sûr la génétique, avec une prédisposition de certaines races à déposer du persillé, l'alimentation pendant la finition, l'âge, le type de muscle, etc. De nombreuses méthodes sont en développement pour déterminer le persillé à l'abattoir lors de la découpe des carcasses. La mesure de référence reste bien sûr le taux de gras intramusculaire et elle est aussi pertinente que le persillé dans les modèles de prédiction de la qualité sensorielle de la viande bovine. Donc, merci pour votre écoute. Cet article de synthèse est disponible sur le site de la revue Viande et produits carnés et je peux répondre maintenant à quelques questions. Alors, deux questions. Peut-on avoir le lien pour télécharger l'application Meetapli? Alors ça, c'est une question pour mes collègues de l'Institut de l'élevage qui vont répondre avec le micro. Alors, l'application qui existe actuellement, c'est une application issue donc, du CASDAR Mitapli. Donc, c'est une preuve de concept qui aujourd'hui n'est pas téléchargeable. Et donc, on est en train d'améliorer, on est en train de poursuivre les développements pour aboutir sur une version finale qui soit beaucoup plus adaptée à un fonctionnement en routine en abattoir, avec donc toute une logique d'automatisation, de remontée des données, de prise d'images. Et donc, cette application sera disponible ensuite sur un store à destination des abatteurs. Voilà. Pas tout de suite, non. Laissez-nous le temps de travailler sur le sujet. Deuxième question. La technologie RAIMS doit s'effectuer sur de la viande fraîche ou la viande peut-elle être préalablement congelée? La viande peut être congelée et ça fait l'objet de travaux de recherche dans le cadre du projet européen Intact, coordonné par INRAE. Donc, nous avons prélevé des échantillons sur des bovins de différents pays, donc Italie, Espagne, France, Suisse, Royaume-Uni, et tous les échantillons sont en cours d'analyse à l'université de Belfast. Et par ailleurs, nous avons aussi un laboratoire international associé avec la Nouvelle-Zélande qui possède aussi cet équipement. Et il y a de nombreux échantillons français qui sont également analysés en Nouvelle-Zélande. Vous pouvez le lire. Ce n'est pas une question, mais un commentaire. C'est pas branché. Je lis le commentaire. Félicitations pour cette présentation très claire. Merci. Merci également pour votre écoute. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Pascal. C'est une idée à long terme. Donc, il y a l'intelligence artificielle qui envahit tout. Vous pouvez avoir une traduction de chinois en anglais, n'importe quel endroit du monde avec un ordi, avec des performances de plus en plus efficaces pour traduire. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un classement du persillé, du gras, de tas de choses puisse devenir mondialisé et n'importe quel abattoir dans le monde va payer sa cotise pour profiter d'un logiciel qui va devenir de plus en plus performant comme un traducteur de langue? Il y a différents outils, comme on l'a dit, qui sont testés dans différents pays. Et il y a bien une volonté internationale d'harmoniser les pratiques. C'est la volonté
de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies, qui a déjà proposé plusieurs référentiels, notamment des référentiels de découpe, et qui propose aussi des protocoles communs partagés ou des recommandations d'analyse sensorielle, de mesure du persillé, etc., etc. Donc, les chercheurs travaillent dans le monde pour tester les différents outils, et forcément, l'outil qui présentera le meilleur rapport qualité-prix ou qui sera le plus facile d'utilisation, j'en sais rien, va peut-être un jour s'imposer de lui-même ou ou faire l'objet d'une recommandation internationale. Je n'en sais rien, mais c'est toujours comme ça que ça s'est passé, oui. Une petite remarque par rapport à la question précédente. Nous avons assisté début juin au premier congrès d'intelligence artificielle pour les sciences animales qui s'est tenu à Zurich. On y a présenté deux papiers pour la FZ, mais on a été très étonnés de voir le nombre de travaux qui sont faits autour de l'intelligence artificielle qui analyse des images. Et notamment, en fait, on voit qu'encore actuellement, l'intelligence artificielle, elle va certainement exploser dans quelques temps, mais il faut des annotateurs. Le besoin de données par l'humain est crucial pour qu'elle puisse se nourrir. Donc, il y a de la place pour les annotateurs, pour la démarche expérimentale qui permettra d'aller plus loin, peut-être mondialement, peut-être sur des niches, mais en tout cas, on est certain que là, on est à un tournant quand même des pratiques, euh, mais qu'il y a de la place pour tous. Et d'ailleurs, il n'y a pas eu de présentation sur la viande. On a eu des présentations sur la conformation des chevaux, on a sur ouais, sur le comportement, sur la santé. Mais je pense qu'il y aura un deuxième congrès, peut-être l'année prochaine ou dans 12 ans. Et ce serait intéressant d'avoir des travaux sur la viande. Et c'est important, effectivement, que les chercheurs se confrontent entre eux et que les chercheurs français se confrontent aux recherches internationales, évidemment, bien sûr. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on va clore ce séminaire, à moins qu'il y ait des commentaires ou des interventions ultimes. Oui, je vois une... Oui, c'était juste pour faire un petit commentaire. Mais lorsque j'étais à l'agro, j'ai eu comme professeur le professeur Charlet, certains l'ont peut-être connu ici, et qui avait un cours qui était annoncé à l'avance par la promo d'avant comme étant un cours à ne pas manquer. C'était le cours sur le persillé fait par le professeur Charlet. Et ce dont je me souviens, c'est que, quelque sorte, l'animal de référence, c'était le bœuf charolais conduit en surface, toujours en herbe, qui donnait le meilleur persillé. C'était considéré un peu comme l'étalon du persillé tel qu'on nous le présentait à l'époque. Alors, je ne sais pas si c'est toujours... Alors, s'il y avait un problème que vous n'avez peut-être pas évoqué, je vais peut-être commettre une erreur parce que je ne suis pas un chercheur en zootechnie, c'est que dans le persillé, on pourrait aussi chercher, je dirais, les arômes et que selon les types de gras, on peut obtenir, je dirais, des persillés plus aromatiques, donc plus séduisants pour le palais. Non, mais effectivement, il y a des travaux qui portent spécifiquement sur les arômes. Alors donc, la flaveur, c'est-à-dire la perception de ces arômes, et puis le dépôt de gras intramusculaire sont deux choses un peu différentes. Donc, le persillé, c'est vraiment le gras intramusculaire à l'œil nu, et c'était l'objet du séminaire d'aujourd'hui. Mais effectivement, il y a des travaux sur la flaveur, quels sont les arômes qui sont fixés par le gras en fonction de l'alimentation des animaux, etc. Euh, C'est un sujet qu'on n'a pas couvert aujourd'hui et qui ne faisait pas l'objet des articles qui ont été présentés. Mais on est bien d'accord, hein. Oui, Pascal Masson.
Donc, moi aussi, j'ai envie de jouer les anciens combattants de la viande. Donc, j'étais à l'INRA. J'ai eu l'occasion, il y a, je dirais, 40 ans peut-être, je ne sais pas exactement, de faire une enquête sur les marchands de bestiaux qui sont présents sur les marchés à bestiaux. Donc, c'est un niveau où les marchands jouent un rôle important dans la valorisation des carcasses. Et avec tous ces interviews que j'avais fait, je sais pas, une cinquantaine ou une centaine de marchands, j'avais observé que ces gars-là savaient repérer les éleveurs qui ne faisaient pas de finition, soit par ignorance de leur pratique, soit parce qu'ils avaient fait un choix différent. Et les marchands récupéraient la valeur de la finition en achetant des animaux pour les élever finition, pour faire leur finition sur leur exploitation. Souvent, les marchands sont bien sûr des éleveurs eux-mêmes, des gros éleveurs avec des grandes surfaces. Et donc, ils allaient acheter sur les marchés un animal pouvait partir à l'abattoir, il l'enlevait du marché, il allait le finir chez lui, il récupérait la valeur. C'était une façon de créer la valeur ajoutée. Et c'était il y a 40 ans. Et j'avais dit, tiens, ça prouve la valeur de la finition et ça prouve la supériorité de la compétence du marchand par rapport éventuellement la compétence de l'éleveur qui veut lui ramasser de l'argent tout de suite. Il n'y a pas que... Et donc, quelqu'un récupérait cette valeur. S'il était pressé, lui, le marchand, il pouvait récupérer la valeur ajoutée. Voilà, il y a 30 ou 40 ans. Sinon, j'en profite pour féliciter cette organisation de ce matin sur le persillé. Moi, j'ai eu les initiations au persillé comparé le charolais et le limousin il y a aussi 30 ou 40 ans. Et voilà. Et j'en avais sorti, je n'étais pas un biologiste, hein, j'en avais sorti la préférence, la domination de la race limousine sur la race charolaise. Je n'ai pas remis en question aujourd'hui, mais je n'ai pas eu beaucoup d'infos sur la comparaison limousin-charolais. Mais je pense que ça restera dans mon choix que le Limousin est sans doute plus persillé que le Charolais. Juste une dernière petite remarque parce que dans les exposés, il a été dit que actuellement le persillé n'était pas valorisé en abattoir. Et pour une expérience que j'ai eue récemment à la foire de Coulommiers au mois de mai, il y avait des pièces de bœuf extrêmement persillées qui étaient vendues à des prix stratosphériques. Donc, je ne sais pas comment ce n'est pas valorisé ou pourquoi, mais euh, ça- des pièces comme ça étaient à 95 € le kilo. Alors, effectivement, dans les pays étrangers, notamment au Japon, le persillé est très bien valorisé parce que les pièces très persillées se vendent très cher, effectivement. Mais dans d'autres pays, c'est pas le persil en tant que tel qui est valorisé, c'est la qualité gustative ou le potentiel de qualité gustatif qu'on peut prédire à partir de différents critères, dont le persillé. Donc, c'est c'est plutôt comme ça qu'il faudrait voir les choses, hein. Moi, je suis tout nouveau dans votre conférence. J'ai eu l'occasion, je m'appelle Bruno Gousseau, j'ai eu l'occasion d'aller travailler beaucoup au Japon et je m'aperçois que la viande persillée japonaise était fort appréciée puisqu'on revenait avec des kilos de viande qui valaient à l'époque plus de 22 000 euros. Ça faisait quelque chose de... Mais en fait, lorsqu'on avait une carcasse persillée au Japon, on ne pouvait consommer que la loyau train de côte. Tout le reste, c'était des dégénérescences graisseuses qui partaient à la poubelle. Donc il fallait bien valoriser la loyau train de côte pour valoriser toute la carcasse. Bon, est-ce qu'un commentaire pour réagir? Non.
Bon, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres commentaires, on va clore ce séminaire. On va remercier INRAE de nous avoir accueillis aujourd'hui. On remercie l'Académie de la viande et puis l'Association française de zootechnie. Vous avez quelques flyers de l'AFZ si vous voulez mieux découvrir l'AFZ. Et on remercie tous les participants en ligne qui ont posé beaucoup de questions et beaucoup de questions pertinentes. Et merci aussi aux participants en salle qui ont également posé de bonnes questions. Donc, je vous propose de consulter régulièrement le site de l'AFZ pour retrouver tous nos nouveaux événements pour l'année 2025. Oui, Ah, bonne question. Est-ce que vous envisagez de croiser ces données avec celles collectées pour le programme Calvigène? comme nous sommes impliqués à INRAE notamment, mais à l'Institut d'élevage aussi, dans différents programmes de recherche, Calvigène, le programme européen Intact, d'autres projets également. On est bien placé effectivement pour recroiser les différentes données. Et on a eu un projet ANR récemment qui a été conduit par Dominique Rochat et moi-même, où on a réutilisé les données de Calvigène pour, rechercher des marqueurs génétiques associés au persillé. Et effectivement, on a trouvé quelques marqueurs génétiques intéressants. Donc effectivement, j'en profite pour faire, comment dire, de la publicité pour la science ouverte, pour le partage des connaissances et le partage des programmes de recherche. Euh, Effectivement, les programmes de recherche ont intérêt à s'enrichir les uns et les autres et pour permettre des comparaisons entre les différents outils qu'on a évoqués aujourd'hui, par exemple, ou les différentes grilles. Et c'est une piste d'avenir prometteuse. Et c'est ce qu'on fait dans le projet européen Intact.